Terence Hill. Ce nom à lui seul évoque des souvenirs d'enfance, des dimanches passés devant la télévision, des éclats de rire partagés en famille. Mais derrière le sourire malicieux de Trinita, derrière les coups de poing burlesques partagés avec Bud Spencer, se cache une vie marquée par la douleur, la foi et un incroyable parcours de résilience. Dans cette vidéo, nous vous racontons l'histoire vraie de Terence Hill, depuis ses débuts à Venise jusqu'à sa fin tragique en mai 2025. Loin des projecteurs, mais au cœur de nos mémoires. Regardez la vidéo jusqu'au bout pour découvrir les chapitres inédits de sa vie, les drames cachés, les choix courageux et l'héritage qu'il laisse derrière lui. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des grandes histoires du cinéma. Laissez-nous un commentaire si vous avez été touché par cette légende discrète et lumineuse. Et surtout, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo hommage. Vous ne verrez plus jamais Terence Hill de la même façon. De Venise à l'Ouest sauvage, les débuts d'une légende. Né le 29 mars 1939 à Venise sous le nom de Mario Girotti, Terence Hill n'est pas simplement un acteur de cinéma. Il est le fruit d'un croisement de culture, de traditions et de rêves. Fils d'un chimiste italien et d'une mère allemande, il grandit dans une Europe encore meurtrie par la guerre entre l'Italie et l'Allemagne. Son enfance est marquée par la discipline, la rigueur germanique et le tempérament chaleureux du Sud. Il s'intéresse d'abord au sport, en particulier la natation dans laquelle il excelle, mais c'est presque par hasard qu'il est introduit au monde du cinéma. À l'âge de 12 ans, alors qu'il se trouve sur un plateau par curiosité, le réalisateur Dino Risi remarque sa beauté singulière et son naturel. Il lui offre un petit rôle dans le film Vacanze col Gangster, 1951. C'est ainsi que débute une carrière qui, au départ, ne semblait être qu'une simple aventure enfantine. Pendant les années 1950 et 60, Mario enchaîne les rôles dans des films historiques, des drames sentimentaux et des péplums. Il apparaît dans Hannibal, 1959, Le Guépard, 1963, de Luchino Visconti et bien d'autres productions emblématiques, souvent comme second rôle ou figurant. Mais c'est dans les années 1960 que sa trajectoire change définitivement de direction. Le cinéma italien est en pleine effervescence et les westerns, dits spaghetti, popularisés par Sergio Leone, deviennent un genre à part entière. Pour séduire les marchés étrangers, notamment américains et allemands, les producteurs italiens demandent à leurs acteurs de prendre des pseudonymes anglo-saxons. C'est ainsi que Mario Girotti devient Terence Hill, un nom choisi un peu au hasard à partir d'une liste, mais qui allait bientôt devenir légendaire. En 1967, sa carrière connaît un tournant majeur lorsqu'il rencontre Carlo Pedersoli, alias Bud Spencer, un ancien nageur olympique reconverti en acteur. Leurs caractères sont à l'opposé. Hill, fin, élégant, agile, joue les malins rusés. Spencer, massif, bourru, incarne la force tranquille et les points redoutables. Ensemble, ils forment un duo comique explosif qui séduit immédiatement le public. Leur premier grand succès est Dio perdona, io no. Dieu pardonne, moi non, réalisé par Giuseppe Colizzi. Mais c'est avec, on l'appelle Trinita, Lo chiamavano Trinita 1770, que le phénomène explose à l'échelle internationale. Le film est un véritable ovni dans le genre du western. Drôle, parodique, rythmé par des combats chorégraphiés, des dialogues savoureux et une légèreté rare dans un genre habituellement dur et sombre. Terence Hill incarne Trinity, un cow-boy nonchalant, toujours affamé, malin comme un singe et d'une agilité impressionnante. Son sourire moqueur, ses yeux d'un bleu perçant et sa manière unique de se battre avec grâce en font un personnage immédiatement culte. Le public tombe sous le charme. Le succès de Own, l'appel Trinita, engendre une suite. On continue à l'appeler Trinita, 1971, tout aussi populaire. À eux deux, ces films redéfinissent le western spaghetti, lui apportant une touche burlesque et familiale. Alors que Sergio Leone glorifie la violence stylisée et l'âpreté des anti-héros, Hill et Spencer misent sur la comédie bon enfant, les gifles assourdissantes mais jamais sanglantes et une forme de justice morale. Le public adhère massivement et les salles sont pleines. Pendant les années 1970 et 80, Terence Hill et Bud Spencer tournent une quinzaine de films ensemble, dont Deux super flics, Attention les dégâts, Père et impair, Salut l'ami, Adieu le trésor. À chaque fois, la recette fonctionne. Humour physique, amitié virile, baston sans mort et une touche de tendresse derrière l'ironie. Le duo devient une institution en Europe, surtout en Italie et en Allemagne, où leurs films sont rediffusés chaque année à la télévision. Pour beaucoup d'enfants, leur cinéma devient un rite d'initiation au rire et à l'aventure. Mais derrière le succès populaire se cache un homme discret, presque timide. Terence Hill, contrairement à l'image de cow-boy espiègle qu'il incarne à l'écran, fuit les paillettes et les projecteurs. Il vit à l'écart du monde du spectacle, épouse en 1967 Laurie Zwickelbauer, une scénariste américaine d'origine allemande avec laquelle il adopte un fils, Ross.
Leur vie familiale est paisible, à 1000 lieues du tumulte d'Hollywood. Hill refuse les interviews, n'aime pas les mondanités et consacre son temps libre à la lecture, à la spiritualité et à la nature. Dans les années 1980, il tente de diversifier son registre. Il incarne un personnage plus introspectif dans Mon nom et personne, 1973, aux côtés d'Henry Fonda, un film produit par Sergio Leone, qui mélange western pur et comédie intelligente. Il s'essaie également à la réalisation avec Don Camillo, 1983, et surtout Lucky Luke, 1991, adaptation ambitieuse de la célèbre BD franco-belge. Le tournage aux États-Unis, en décor naturel, est épuisant. Le film, malgré un accueil mitigé, est un projet personnel qui lui tient à cœur. Mais alors qu'il est au sommet de sa carrière, une tragédie va tout bouleverser. La mort soudaine de son fils Ross, à l'âge de 16 ans, dans un accident de voiture. Cet événement dévastateur marquera à jamais l'homme et l'artiste. Terence Hill, terrassé par la douleur, se retire brutalement du cinéma pendant plusieurs années. Ce premier chapitre de sa vie, marqué par la gloire, l'humilité et la complicité légendaire avec Bud Spencer, laisse entrevoir l'envers d'une célébrité discrète, celle d'un homme qui, sous les traits d'un cow-boy rieur, cachait une immense profondeur. Une star en retrait, douleur, foi et renaissance. Après le tragique décès de son fils Ross en 1990, un bouleversement profond traverse l'existence de Terence Hill. Le choc est tel qu'il décide immédiatement de mettre sa carrière entre parenthèses. Il annule tous ses projets cinématographiques en cours, se retire des plateaux et disparaît littéralement de la scène publique. L'homme souriant et énergique que l'on avait toujours connu, celui qui faisait rire les enfants à coups de baffes magistrales et de regards complices, devient un père en deuil muré dans le silence, en quête d'un sens à ce drame absolu. Le lien avec son fils était fort, sincère, fusionnel. Ross, adolescent prometteur, avait commencé à montrer un intérêt pour le cinéma, apparaissant même dans Lucky Luke, le film réalisé par son père. Sa mort, brutale, injuste, laisse une plaie ouverte que Terence Hill ne parviendra jamais vraiment à refermer. Loin des caméras et des tournages, Hill choisit de vivre replié dans sa maison familiale aux abords de la campagne italienne. Il retrouve les paysages de son enfance, marche pendant des heures, médite longuement. Lui qui avait toujours été discret devient pratiquement invisible. Il cesse de répondre aux sollicitations médiatiques, décline les invitations au festival et même les hommages publics. La célébrité n'a plus aucun sens à ses yeux. Seule la foi, la lecture et les souvenirs comptent. Il se tourne alors plus intensément vers la spiritualité, une dimension qu'il avait toujours ressentie sans forcément l'exprimer. Il lit la Bible, découvre les écrits des mystiques chrétiens, s'inspire de la vie de saint François d'Assise. Ce recentrage intérieur devient sa nouvelle force. Il s'y accroche pour survivre au manque, au vide, au silence de son fils disparu. C'est dans cette période d'ombre qu'un projet inattendu le ramène doucement vers la lumière. En 1999, la RAI lui propose un rôle dans une nouvelle série télévisée, Don Matteo. Il s'agit d'un prêtre détective, sage, patient, humble, qui résout les mystères d'un petit village italien tout en accompagnant les âmes perdues vers la rédemption. À première vue, le projet paraît modeste, presque naïf. Mais Hill est touché par la sincérité du scénario, par la simplicité du personnage. Il y voit une opportunité rare, celle d'incarner un homme en paix, un guide discret, porteur de valeurs humaines profondes. Il accepte. Dès sa première diffusion en 2000, Don Matteo remporte un immense succès. La série touche toutes les générations, des enfants aux grands-parents, elle rassemble les familles devant l'écran chaque semaine. Le personnage de Don Matteo, avec son vélo, son regard pénétrant, sa voix douce et son sourire calme, devient rapidement une figure tutélaire dans les foyers italiens. Terence Hill y met toute son âme, toute sa douleur aussi. À travers ce rôle, il transmet quelque chose de plus grand que la fiction. Un message de résilience, de bonté, de pardon, et le public le ressent, car ce n'est pas seulement un acteur qui joue un prêtre, c'est un homme blessé qui transmet une vérité. Durant plus de 20 ans, Hill tourne chaque saison de Don Matteo avec le même engagement. Il participe au choix des intrigues, influence les dialogues, soigne la cohérence morale du personnage. Il exige que les scènes restent positives, qu'elles transmettent des valeurs d'espoir et de respect. Il refuse la violence gratuite, l'ironie amère, la superficialité. Il tient à ce que chaque épisode puisse être vu par un enfant comme par un grand-père, sans malaise ni cynisme. Il veut que les gens se sentent de bien, apaisés, et cela fonctionne. En parallèle, il reste discret dans sa vie privée. Il vit entre l'Italie et quelques séjours en Allemagne ou aux États-Unis, mais toujours loin du tumulte. Il passe beaucoup de temps avec son épouse Laurie, complice de toujours. Ils entretiennent un jardin, accueillent parfois de vieux amis, correspondent avec les fans. Terence Hill consacre aussi du temps à répondre personnellement à certaines lettres, surtout celles venant d'enfants ou de personnes en deuil.
Il leur écrit avec délicatesse, leur raconte parfois des anecdotes sur Ross, leur parle de foi, sans jamais imposer de dogme. Il agit en homme humble, profondément reconnaissant de ce que la vie lui a offert malgré la douleur. Mais même s'il est revenu à l'écran, il reste habité par la mémoire de son fils. Chaque tournage, chaque scène, chaque mot prononcé à l'écran est teinté d'un hommage discret à Ross. Il glisse parfois de petites références dans les dialogues, fait dire à Don Matteo des phrases que seuls lui et Laurie comprennent. C'est sa manière à lui de faire vivre Ross, de lui parler encore à travers la fiction. En 2016, alors qu'il a presque 77 ans, il réalise un dernier film très personnel, La Chiamavano Mariam. Inspiré d'un fait réel, ce long métrage évoque la rencontre improbable entre un vieil homme et une jeune migrante enceinte perdue dans la campagne italienne. Le film est contemplatif, lumineux, lent. Il est comme une prière cinématographique, une déclaration d'amour à l'humanité, dans toute sa fragilité. Il ne fait pas de bruit dans les salles, mais touche profondément ceux qui le voient. 2 ans plus tard, en 2018, après avoir incarné Don Matteo pendant 18 ans et 252 épisodes, Terence Hill annonce qu'il se retire définitivement du rôle. Il passe le flambeau à un autre acteur, Raoul Bova, dans un épisode spécialement conçu pour symboliser cette transition. Son départ bouleverse les téléspectateurs. Dans les rues, les gens pleurent. À la télévision, les journalistes parlent d'un « adieu au dernier grand sage ». Lui, fidèle à lui-même, ne fait pas de déclarations grandiloquentes. Il s'éclipse en silence, avec élégance. Ce second chapitre de sa vie, marqué par la douleur intime, la foi et la renaissance, témoigne d'un homme capable de sublimer la tragédie en lumière. Terence Hill ne s'est jamais posé en héros, mais par sa manière d'être, sa fidélité à ses valeurs, sa douceur d'âme, il est devenu bien plus qu'un acteur, un repère, un frère, un guide silencieux. L'adieu d'un géant, solitude, mémoire et héritage éternel, les dernières années de Terence Hill furent marquées par une grande sérénité, presque mystique. Désormais loin des plateaux de tournage, il s'installait définitivement dans cette autre vie, simple, silencieuse, et pourtant toujours reliée aux millions de personnes qui l'avaient touché. Il vivait dans sa maison d'Ombrie entourée de collines, de cyprès et de lumière. Loin des projecteurs, il s'était tourné vers les gestes essentiels. Entretenir son potager, marcher longuement dans les bois, lire, écrire, se souvenir. Il ne parlait plus beaucoup aux médias, mais ne cessait jamais de répondre à ceux qui l'interpellaient avec sincérité. À travers les lettres de ses fans, les hommages spontanés, les rediffusions de ses films, il continuait à vivre dans le cœur de tous, comme une présence discrète mais constante. L'annonce de son décès, survenue un matin de mai 2025 à l'âge de 86 ans, a bouleversé le monde. La nouvelle, d'abord transmise par sa femme Laurie dans un simple communiqué plein de tendresse, s'est propagée rapidement. Aucun cri, aucune déclaration fracassante, juste une phrase. Mario Girotti, que le monde connaissait sous le nom de Terence Hill, s'est éteint paisiblement dans son sommeil. Cette phrase, aussi douce que le sourire qu'il avait toujours offert à ses spectateurs, résonnait comme une fin naturelle, à l'image de l'homme qu'il avait toujours été. Dans les heures qui suivirent, l'émotion fut immense. En Italie, des chaînes de télévision interrompirent leur programme pour diffuser ses plus grands films. En Allemagne, où il restait une légende générationnelle, les hommages affluaient. En France, de nombreuses personnalités, de Michel Hazanavicius à Jean Dujardin, exprimèrent leur reconnaissance. Mais ce fut surtout dans le cœur des anonymes que sa mémoire prit toute sa dimension. Des milliers de messages inondèrent les réseaux sociaux, témoignant de l'amour d'une génération, puis d'une autre, puis d'une troisième. Car Terence Hill avait réussi quelque chose de rare. Parler à tout le monde sans jamais trahir personne. Ses funérailles furent organisées dans l'intimité, selon sa volonté. Une petite église romane, nichée entre les oliviers, accueillit les proches, quelques amis de longue date, et une poignée de villageois qui, sans chercher les photos ni la gloire, avaient partagé des tranches de vie avec lui. Pas de cercueil doré, pas de discours pompeux, un simple bois clair, recouvert de roses blanches et d'un chapelet. À la sortie, une chanson de Lo Chiamavano Trinita résonna doucement, arrachant des larmes à ceux qui avaient encore dans l'oreille les éclats de rire d'autrefois. Dans les jours suivants, les hommages prirent des formes variées. Des cinémas organisèrent des marathons de ses films. Des écoles projetèrent Don Matteo en cours d'éducation morale. Une pétition en ligne fut lancée pour qu'un parc italien soit renommé en son honneur. Même à Hollywood, où il n'avait tourné qu'un nombre limité de films, des réalisateurs comme Quentin Tarantino saluèrent un maître de la comédie physique et du regard honnête. Et pourtant, malgré cette gloire posthume, rien n'aurait flatté davantage Terence Hill que le silence d'un enfant regardant l'un de ses films un dimanche après-midi avec ses grands-parents. Ce que Terence Hill a légué dépasse largement les frontières du cinéma. Il a transmis une idée du héros, non pas celui qui crie, qui tue ou qui domine, mais celui qui écoute, qui sourit, qui pardonne.
À travers ses personnages, il a offert au monde un modèle d'homme bon, d'homme juste, d'homme vrai, que ce soit Trinita, Lucky Luke ou Don Matteo, tous portaient un peu de lui. Et tous, à leur manière, avaient ce regard franc, cette humilité, cette noblesse invisible qu'on appelle simplement la bonté. Il laisse derrière lui une œuvre immense, mais aussi un silence précieux. Car Terence Hill a toujours compris que l'art du cinéma n'était pas dans l'exploit technique, ni dans la provocation. Il était dans le lien tissé, dans la confiance construite entre une image et un spectateur. Ce lien, il l'a cultivé pendant plus de 60 ans sans jamais le trahir. Il aurait pu chercher la gloire hollywoodienne, mais il a préféré rester fidèle à ses racines. Il aurait pu se réfugier dans le confort, mais il a choisi l'authenticité. Il aurait pu tout dire, mais il a choisi de se taire, laissant parler ses gestes, ses regards, ses films. L'histoire de Terence Hill s'achève donc comme elle a commencé, en silence, dans la lumière. Il n'a jamais cherché à être une star. Il a été bien plus que cela. Un frère pour ceux qui se sentaient tout seuls. Un repère pour ceux qui cherchaient la justice. Un éclat de rire dans les moments gris. Un compagnon de route pour les âmes sensibles. Aujourd'hui, il repose à l'ombre d'un cyprès, quelque part dans cette Italie qu'il a tant aimée. Le vent y porte encore des souvenirs, des répliques de western, des mélodies de Morricone, des parfums d'enfance. Et dans les cœurs, une certitude demeure. Tant que ces films seront regardés, tant que ces valeurs seront transmises, Terence Hill vivra.